Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Je ne parlerai pas très longtemps. C'est juste pour vous souhaiter la bienvenue et pour présenter en même pas 2 mots mon collègue Maxime Duvio de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, université qui, depuis le début de cette magnifique manifestation que sont les idées mènent le monde, est partenaire. Et c'est donc pour lui que vous êtes ici, et c'est pour cela que je vais m'éclipser tout de suite pour que vous puissiez l'écouter. Très bonne soirée. Alors, merci beaucoup à vous d'être venu. Alors, effectivement, un moment un petit peu confidentiel, j'imagine que l'heure aidant, et puis la présence de Julie Gaillet à côté. Alors moi, effectivement, je m'appelle Maxime Duvio, comme l'a précisé ma collègue. Je suis docteur en sociologie et je travaille sur les questions de jeunesse dans son ensemble. Alors évidemment, je n'ai pas du tout exploré, mais c'est une question qui me fascine parce que c'est une période très très complexe de grands bouleversements. Et donc, j'ai travaillé sur notamment les conduites à risque. Alors, pas automobiles cette fois-ci, mais les conduites à risque dans leur ensemble, un petit peu les objets du quotidien. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, plus récemment, avec ma collègue Evelyne Bartou, que vous avez vue précédemment, peut-être pour certains d'entre vous, sur les questions de jeunesse rurale. Voilà, donc toujours cette jeunesse qui revient sans cesse. Je voulais quand même, avant de commencer mon intervention, remercier la ville de Pau et puis surtout Caroline Fischer pour l'organisation quand même des différentes interventions des universitaires et puis pour sa disponibilité, parce que c'est vrai qu'on a toujours une question, donc merci beaucoup Caroline. L'idée de mon intervention, c'est de retracer un petit peu certains des résultats de l'une de mes recherches qui portent sur le rapport à la voiture et des jeunes. Bon. Alors, c'est une recherche qui a été une recherche collaborative dirigée par David Le Breton, recherche qui a été financée par la Fondation Vinci Autoroute, que je remercie aussi beaucoup parce qu'on a une grande liberté pour s'exprimer comme on le souhaitait. Et effectivement, cette recherche a donné naissance à un ouvrage collectif qui s'appelle « Les jeunes au volant », dont nous sommes très contents parce que c'est un ouvrage qui recense voilà, non seulement cette recherche, et puis qui convoque des spécialistes aussi de l'automobile. Alors, il faut savoir d'abord que la voiture s'inscrit dans un contexte, un petit peu comme tous les objets sociaux par ailleurs, le contexte de l'accélération, puisque le monde s'accélère. Alors ça veut dire quoi en termes de conséquences sur le rythme de vie? Ça veut dire tout simplement qu'on essaie de caser toujours plus de choses dans la même unité de temps. Par exemple, et je vais reprendre un petit peu, je suis désolé aux étudiants qui sont là, je vais reprendre le même exemple qui m'est venu cette semaine. Imaginez le temps de repas. Vous avez un temps de repas, et bien à présent, vous allez en profiter pour peut-être appeler votre sœur, votre frère, et en même temps, peut-être aller étendre une machine, etc. Donc vous voyez, dans le même temps de repas, dans la même unité de temps, toujours plus, vous augmentez le nombre d'actions. Voilà comment Hartmut Rosa définit l'accélération sociale. Alors, voilà, je vais prendre ça. Un jeune que j'ai rencontré un jour me dit ceci. On te demande toujours quelque chose, il y a des amis qui te passent un coup de fil pour aller les chercher chez eux. On essaie de tout mettre dans une journée et on rattrape ça sur la route. On voit ici une parfaite illustration de cette accélération sociale. Non seulement une parfaite illustration de cette accélération, mais aussi une stratégie, puisque les sociologues aiment beaucoup les stratégies, une stratégie d'adaptation, une stratégie de gestion d'une certaine manière de sa temporalité par ce jeune qui conduit dans un contexte. Une stratégie donc d'autonomie vis-à-vis d'un contexte subi. Alors, ça c'est le contexte. Effectivement,
la voiture inquiète les instances de sécurité routière, et précisément chez les jeunes, et pas que les instances de sécurité routière d'ailleurs. Elle inquiète les instances, mais le rapport à la voiture, il dépasse le rapport au risque des jeunes, etc. Ça y est, bien sûr, on va le traiter. Mais je voulais quand même avec vous essayer de vous parler de quelques dimensions qui me semblent importantes pour comprendre un petit peu plus en profondeur que ce qu'en disent par exemple souvent, un petit peu maladroitement, certains médias. L'idée, voilà, c'est de réfléchir un petit peu à cette envie de vivre finalement sa carrière de jeune automobiliste. Alors, je vais vous proposer évidemment une petite analyse brève du permis de conduire, qui est l'une des premières étapes de l'accès à la route chez les jeunes. Ensuite, je vous parlerai un petit peu de la transgression, évidemment, puisque c'est quand même extrêmement intéressant. Et on verra que, en fait, ça convoque beaucoup plus une gestion de son image que la gestion du risque. Mais on en reparlera. Et enfin, j'essaierai d'aborder avec vous ces tentatives de personnalisation dont sont parfois friands certains jeunes. Voilà. Et puis, alors, un petit détail pour conclure cette introduction. Il y a plusieurs manières de faire de la sociologie. Et moi, j'ai choisi de proposer une méthodologie qualitative. Donc, je suis allé rencontrer une soixantaine à peu près de jeunes, conducteurs et conductrices, c'était une condition, donc qui détenaient le permis. Et je vous projetterai de temps en temps, comme cette illustration, eh bien ce qu'on appelle des verbatims en sociologie, donc des extraits d'entretien pour illustrer un petit peu mon propos. Alors, le permis de conduire. Permis de conduire, l'une des premières étapes de l'accès à la route, n'initie pas du tout le rapport à la voiture. Évidemment, puisque l'automobile est au centre de l'organisation géographique des sociétés contemporaines. Les routes jalonnent d'une certaine manière les paysages, elles se dessinent comme ça. Donc, forcément, le jeune, avant de passer son permis, il s'est déjà confronté à la route. Par ses expériences, mais aussi par les arts, par les films, la musique, le cinéma est très très présente dans la culture, et puis bien sûr parfois par la conduite accompagnée, par exemple, qui est une forme d'apprentissage de la conduite qui peut précéder le passage du permis classique en autonomie à côté d'un proche, par exemple. Et puis, bien sûr, évidemment, parfois, certains jeunes, avant le permis, prennent la voiture de manière, évidemment, plutôt officieuse, en compagnie des parents, pour apprendre, se préparer au permis, ou bien seul, avec des amis, et ainsi de suite. Donc, le permis de conduire n'initie pas. Mais le permis de conduire, symboliquement, est quand même un moment de grande intensité. En premier lieu, parce que, à mon avis, le jeune, enfin à mon avis, l'avis des jeunes d'ailleurs, pas le mien, parce qu'on se confronte pour la première fois à une nouvelle figure, celle du moniteur. Alors effectivement, le moniteur fait parfois gage de sécurité, hein, il propose une forme d'assise dans une nouvelle activité qui demande de nouvelles coordinations physiques un peu complexes quand on y pense, surtout en France où la conduite est manuelle. Mais aussi, parfois, le moniteur peut provoquer une forme d'inconfort chez les jeunes. Hein, donc, voilà, il y a plusieurs manières de vivre le rapport au moniteur, mais ce que j'ai remarqué, ce que nous avons même remarqué collectivement, c'est que finalement, le degré de sévérité, c'est une notion que j'emprunte à Georges Felouzis, qui lui travaille, qui est sociologue de l'éducation, et qui travaille sur le vécu de la réussite et de l'échec scolaire, pour la faire courte. Donc lui parle de degré de sévérité, ce que l'on retrouve tout à fait dans l'expérience du permis de conduire. Autrement dit, le vécu de l'interaction avec le moniteur influerait
déjà le vécu de l'expérience du permis dans son ensemble, mais aussi, d'une certaine manière, et parfois, la réussite. Pas toujours, mais parfois. Le moniteur, effectivement, dans certains cas un peu extrêmes, peut provoquer une forme de sentiment d'illégitimité, hein, et d'une forme de dévalorisation de soi de la part du jeune, ils me le disent. Et dans une logique, reprenant la logique de l'effet Pygmalion, eh bien, effectivement, croire en sa réussite donnerait plus de chances de réussir. Eh bien, les jeunes, finalement, font parfois face à l'échec et le justifient par la relation au moniteur. Alors évidemment, attention, je ne suis pas en train de dire que le moniteur est la seule cause de l'échec ou de la réussite au permis de conduire, pas du tout, hein, puisque parfois le jeune lui-même est responsable, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est Bressou, est responsable de l'échec ou de la réussite parce qu'il interprète mal ou bien, enfin peu importe, on n'est pas là pour faire des jugements de valeur, parce qu'il interprète d'une certaine manière l'interaction entre le moniteur et lui-même. Quoi qu'il en soit, le permis de conduire, c'est l'une de ces premières expériences dans laquelle le jeune ou la jeune fait face à, seul, à une institution évaluatrice reconnue et globale. Puisqu'à la différence du système scolaire, le jeune ou la jeune se retrouve bien seul face au moniteur et fait face un petit peu de manière inédite au jugement de l'inconnu qui s'adapte sur le moment. Mais ce qu'il convient quand même de préciser, c'est que l'expérience du permis de conduire ne conditionne que très très rarement le rapport à la route, globale et future. Donc finalement, on se rend compte que le permis est plus un moment à passer que finalement quelque chose de profondément ancré qui va traumatiser. C'est très très rare, hein, et évidemment je parle pour les jeunes que j'ai interrogés. Dernière chose, le permis de conduire est l'un des derniers rites de passage aux caractéristiques traditionnelles, en ce sens que le permis propose un changement de statut, on devient quelqu'un d'autre, hein, avant de passer le permis, on est quelqu'un, et puis à la fin, on est quelqu'un d'autre, on change de statut. Donc on change de statut, mais surtout, ce statut est reconnu par des instances globales, et donc, finalement, un de ces derniers rites de passage aux caractéristiques traditionnelles, à laquelle parfois les jeunes le comparent d'ailleurs au bac, par exemple. Alors, certains jeunes, par contre, ne veulent pas passer le permis, évidemment, hein, tout le monde ne veut pas, et ils justifient ceci, en premier lieu, parce qu'il coûte cher, évidemment, hein, notamment quand on a un petit peu connaissance de la précarisation de la jeunesse, ou parce qu'on vit en ville, par ailleurs, une grande différence territoriale dans le passage du permis et dans la possession d'une automobile. On en a beaucoup plus en ruralité, hein, et dans les quartiers prioritaires aussi, par ailleurs. Mais aussi, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, certains jeunes ne veulent pas passer le permis parce qu'ils ne veulent pas prendre ce statut que le permis leur confère. C'est-à-dire que certains nous ont dit clairement, moi, je ne me sens pas, je préfère être assisté au lieu d'assister. Je préfère conserver mon statut de presque encore enfant, hein, d'une certaine manière. Donc une logique intéressante quand même, qui s'éloigne un petit peu de ce qu'on pourrait penser du permis de conduire. Quoi qu'il en soit, avoir le permis, eh bien, c'est un nouveau statut, mais qui ne fait pas complètement rentrer dans le monde adulte. Il ne fait pas tout à fait entrer dans le monde adulte parce que, suite au permis, la jeunesse doit apposer à l'arrière de son véhicule un autocollant A. Vous l'avez probablement vu si vous conduisez. Cet autocollant A signifie de son inexpérience
aux autres conducteurs et conductrices, et puis place un petit peu, alors je vais passer parce que sinon je pense que je vais, place un petit peu dans une forme de tension. Une jeune me dit, ils se disent, elle a le A, c'est pas grave si elle fait une erreur. Après le souci, c'est qu'on est restreint au niveau de tout. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de chances de se faire arrêter. Impossible de boire, de fumer, de tout quoi. Je ne dis pas que le A, on peut fumer, mais après, on peut être un peu plus lâche, entre guillemets, parce qu'on se dit qu'on n'a plus le A, quoi. Pour moi, c'est vraiment l'objet qu'on pourrait, bon, petite faute de syntaxe, mais qu'on pourrait éventuellement se faire plus arrêter. Alors, effectivement, cette tension entre la perception de se faire plus arrêter et une forme d'indulgence de la part des autres. On est donc sur une perception de la part des jeunes d'une modification de l'interaction routière. Et, plus largement, une forme d'inégalité entre les automobilistes. Parce qu'effectivement, tous les automobilistes ne sont pas égaux. Et ce, pour de nombreuses raisons. Et là, en l'occurrence, ça peut générer de la part de la jeunesse, parfois, et c'est quand même ressorti pas mal, une forme de, en tout cas un vécu de discrimination. On n'est pas encore, on n'est pas entre deux, alors les autres modifient le comportement, ainsi de suite. Donc on voit bien que même passer le permis, ça ne fait pas de nous, quand je dis nous, c'est les jeunes, ça ne fait pas des jeunes des conducteurs et conductrices. Et finalement, l'envie de vivre, ou en tout cas l'expérience de la carrière d'automobiliste, de jeune automobiliste, ne se réduit absolument pas au permis de conduire, pas tout à fait un conducteur comme les autres, et par ailleurs, parfois, ce statut un petit peu liminaire d'entre-deux que provoque le A, eh bien, certains décident de l'ôter physiquement, le statut et le A, et c'est une des premières formes de transgression sur la route, parce qu'il y en a beaucoup, et c'est justement le point que l'on va aborder maintenant. La transgression est quand même au centre des préoccupations des instances de sécurité routière. Alors moi, en tant que sociologue, je me suis posé la question suivante. Pourquoi les jeunes transgressent ? Question simple. Pourquoi les jeunes transgressent ? C'est compliqué à répondre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réponses, j'arrivais pas. C'était une question qui est simple, la réponse fut très compliquée. Je me suis ensuite posé la question du référentiel. Par rapport à quoi on transgresse ? Alors, le référentiel le plus évident, c'est la loi. Et la jeunesse, très généralement, se positionne vis-à-vis de cette loi. C'est-à-dire qu'elle justifie parfois de la transgresser. Et en premier lieu, la transgression implique une figure, c'est celle de l'autre. C'est la première figure qui est très généralement convoquée par les jeunes. Un jeune homme me dit, par exemple, griller un feu rouge, ne pas mettre son clignotant, griller un stop, couper la priorité tout de suite, ça devient dangereux, dans le sens où ça met plus en danger les autres que moi. Notre témoignage, la voiture c'est dangereux, il ne faut pas non plus prendre ça à la légère et se dire que tu es en sécurité, parce qu'en fait non, tu peux facilement tuer les gens ou les handicaper. Finalement, ce qu'on remarque, très généralement, c'est que tant qu'elle ne porte atteinte qu'à soi, la transgression est beaucoup plus acceptable. Préfère transgresser, ça ne met pas en danger l'autre. Ce qu'on remarque derrière tout ça, c'est que la voiture stimule, d'une certaine manière, aussi, pas que la voiture évidemment, stimule le sentiment de responsabilité vis-à-vis de l'autre, principalement, que l'on croise d'ailleurs ou que l'on transporte. Le statut de l'autre est quand même très très présent. Une autre dimension d'explication à la transgression, c'est par rapport à soi. On a fait l'autre, maintenant c'est le soi. Et là, ça s'explique un tout petit peu différemment, puisqu'il faut savoir que le rapport au risque chez les individus est profondément subjectif. Chacun et chacune d'entre nous a des échelles, dispose d'échelles de risque tout à fait différentes.
Le rapport au risque est donc le rapport à la limite, et lui aussi éminemment subjectif. Or, le code de la route, lui, souhaite plutôt s'adapter à tout le monde. C'est l'objectif. Eh bien, en voulant s'adapter à tout le monde, il s'adapte finalement en totalité à personne. Je ne suis pas en train de critiquer le code de la route, il est absolument nécessaire. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Simplement, effectivement, on peut se poser légitimement la question. Prendre notre témoignage. Fumer, fumer du cannabis. Fumer, tu restes quand même conscient. Tu as moins de réflexes, j'entends. C'est vrai. Par contre, le LSD, l'ecstasy, je sais que quand j'en ai pris, j'étais complètement à côté de la plaque. Tu es trop. Ton cerveau, il ne comprend plus. Tu ne peux pas être apte à conduire, quand même pas. Finalement, et ce qui est très très intéressant, c'est que la jeune femme, vous le voyez là dans cet extrait, propose une hiérarchie du risque. Une hiérarchie du risque grâce à laquelle elle élabore sa limite à ne pas franchir. Et là, elle a un variant. C'est-à-dire que chacun et chacune d'entre nous élabore sa hiérarchie du risque. Hein ? Mais ce n'est pas la même, puisque le rapport au risque est subjectif, rappelez-vous. Donc, pour elle, par exemple, pour prendre cet exemple, fumer du cannabis au volant, c'est pas très grave, alors que prendre de l'ecstasy, ça l'est. Alors que fumer au volant, c'est déjà une transgression à la loi. Et pour elle, c'est pas une transgression à ses propres règles. Donc, finalement, même si les jeunes générations transgressent la loi, ce n'est pas pour autant qu'ils transgressent leurs propres règles. Et il y en a toujours. Ils justifient toujours le cadre normatif dans lequel ils se situent. Et parfois, justement, les jeunes transgressent, enfin certains jeunes transgressent à leurs propres règles. C'est-à-dire qu'au-delà de transgresser la loi, ils transgressent à leurs propres règles. Et là, ça devient très intéressant, parce qu'on a expliqué justement la transgression à la loi par le fait qu'on ne transgresse pas ses propres règles. Mais pourquoi, la question de sociologue encore, je vais poser la question, pourquoi est-ce qu'on transgresse ses propres règles au volant? Alors il y a deux niveaux dans la conduite automobile dite à risque, puisque c'est à partir du moment où on transgresse ses propres règles que la conduite devient à risque, qu'on prend un risque. Témoignage d'une jeune strasbourgeoise. Quand on est jeune sur la route, il y a un code de la route à respecter. Et ça peut être plus difficile quand on est jeune, quand on veut aller au-delà des limites. Au début, quand j'ai eu mon permis, je roulais tellement vite parce que j'adorais ça. C'était un peu le goût du risque. Le fait de rouler vite, c'est trop cool, j'aime trop la vitesse. Je kiffe, je ne sais pas pourquoi. Ça fait quand même ressentir des sensations dans le ventre, l'adrénaline que tu sens à l'intérieur de toi. J'aime trop parce que d'un côté, tu es tiraillé, tu as trop peur, mais d'un autre côté, c'est cool. Alors là, on le voit, hein, la jeune femme, cette jeune femme précisément, ce n'est pas le cas de tout le monde, du tout même, mais justifie déjà son comportement par le fait d'appartenir à la jeunesse, une période de quête de soi, une période d'autonomie. On souhaite prendre des distances, peut-être avec les institutions, parfois avec les institutions imposées. Elle utilise ensuite le registre des émotions qui est très, 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 très employé pour justifier de son attachement à la conduite. Et elle finit par évoquer ce que David Le Breton appelle l'ordalie. L'ordalie qui est un comportement qui explique les conduites à risque par ailleurs. C'est un comportement dans lequel on se met en jeu, c'est-à-dire qu'on se met en jeu face à la mort généralement, pour prouver son mérite de vivre. Concrètement, je me confronte à la mort. Si je meurs, je meurs, je ne mérite pas de vivre. Et si je vis, je mérite de vivre, donc j'ai une nouvelle identité, celle qui a réussi à surmonter cela, et donc ça va mieux, globalement. Donc il y a cette notion d'ordalie qui revient aussi dans la conduite automobile. Une autre, mais quelque chose, je trouve, aussi de très intéressant et assez propre à la conduite automobile, c'est lorsqu'il est accompagné, que ce soit dans l'habitacle ou à l'extérieur, il y a une autre logique intéressante qui se détache, c'est la mise en danger volontaire de l'autre.
Et là, je vais prendre un verbatim que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Chaque fois qu'on passait par là, me dit une jeune femme, c'était la route pour rentrer chez lui. J'avais de la visibilité pour voir si quelqu'un arrivait. Et on avait une musique qu'on écoutait, qu'on aimait trop, et je le prenais à fond. Et ça nous faisait comme dans les manèges, un haut le cœur. Et j'avais été trop contente, parce que ma copine m'avait dit à la fin du voyage, « Putain, Marie, maintenant, je sais que tu es une bonne conductrice. Parce que ce soit là ou dans les autres petites routes, je pense que j'allais un peu vite. » Et là est justement la transgression à ses propres règles. Et que du coup, ça a impressionné un petit peu. Mais ça, c'est l'exemple que j'ai pu avoir avec des potes. Je pense que des fois, j'ai une conduite un peu plus vénère, énervée, pas pour me la péter, enfin si en fait. Enfin, pour montrer que je sais conduire. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais tous les prénoms ont été changés et anonymisés. L'idée ici, c'est d'impressionner l'autre. Et c'est par le biais du défi que la jeune femme met en jeu son identité. Le défi pourrait être caractérisé de rite de passage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la jeune femme change de statut à l'issue de son comportement, en ce sens qu'elle devient bonne conductrice, qui est encore au-dessus de simple conducteur, elle devient bon conducteur. Ici, et ça existe, ça se retrouve dans différentes formes de comportement automobile. L'idée, c'est de provisoirement mettre en défaut l'autre pour prouver soit sa supériorité, soit sa capacité de conduire. Et j'ai choisi volontairement ce verbatim, donc cet extrait d'entretien, parce que la conduite, ce genre de conduite, de comportement, dans le sens comportement, convoque aussi les jeunes femmes. Nombre de jeunes femmes que j'ai interrogées, elles aussi participent d'une forme de ritualisation, pourtant initialement issue d'un imaginaire viril, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Boltanski, mais pour autant, elles réinvestissent à leur manière ces codes-là. Donc ce n'est pas une conduite qui ne se réserve qu'aux garçons, c'est ça que j'essaie de dire. Alors la forme la plus explicite du défi sur la route, c'est la course automobile, évidemment. Alors les jeunes aussi font la course, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, mais les jeunes font la course. Clément me dit, avec mon pote, il m'avait dit que sa bagnole allait hyper vite. Et dans la côte à double fil, on a fait une course. J'étais à 130 au lieu de 90 km/h, et je l'ai doublé, et après j'ai freiné. Là aussi, on retrouve effectivement une démonstration de sa maîtrise de la route. Mais quand je parle de course, je ne parle pas que de ces courses organisées, même illégales. Je parle de tous ces petits moments formels et informels dans lesquels les jeunes disent faire la course. Et dans ces moments-là, ils signent un pacte. Évidemment, il y aurait énormément de verbatim là-dessus. Je ne les ai pas tous mis. Ils signent un pacte dans lequel ils mettent en jeu, finalement, leur identité de conducteur, mais aussi, par extension, leur statut dans la vie. La victoire leur confère le statut de bon conducteur, montre qu'on en a une plus grosse, finalement la voiture devient une extension presque corporelle de soi, donc sur un imaginaire viril, toujours, mais aussi investi des jeunes femmes. Et la défaite, évidemment, fait perdre la face, au sens de Goffman. La course est socialisée, voire valorisée, depuis l'enfance, puisque, rappelez-vous peut-être, si vous en avez entendu parler, voire vu le film Cars, qui met en jeu un pilote automobile où la voiture est anthropomorphisée complètement, tant sur la forme que sur le fond, puisque la voiture a des émotions, etc. Voilà, donc cette star de la course, Flash McQueen, n'étant pas sans vous rappeler très probablement un nom assez célèbre de la conduite automobile, chemine et puis gagne tout un ensemble de courses. Plus tard, les références évoluent, avec notamment, j'ai beaucoup entendu parler de Fast and Furious, par exemple, qui est une référence très très présente. Et puis, évidemment, l'influence du jeu vidéo, avec notamment la saga Grand Theft Auto, dans laquelle la conduite automobile a une place très très importante.
Et là, par contre, je dois admettre qu'il y a une grande différence entre les sexes, puisque ces références sont principalement convoquées chez les hommes. Les femmes, en tout cas que j'ai interrogées, les jeunes femmes que j'ai interrogées, elles font part disent apprécier la voiture simplement à partir du moment où elles passent leur permis. Voilà, en tout cas les femmes que j'ai rencontrées à qui j'ai posé la question. En tout cas, l'idée est de comprendre qu'il y a deux dimensions à la transgression routière, formelle, officielle, et puis la transgression à ses propres limites, à ses propres règles. Et comprendre la transgression, c'est comprendre finalement qu'elle dépasse la dérogation à la loi, et puis qu'elle s'inscrit dans une logique d'impression ou non de prendre des risques. Si la conduite automobile est au centre de l'expérience de la voiture, le rapport à l'automobile dépasse le comportement au volant. Parce que dès le passage du permis, le moniteur instigue tout un ensemble d'habitudes, des rituels préventifs par ailleurs au départ, c'est-à-dire régler ses sièges, régler son rétroviseur, régler ses sièges, ainsi de suite. Et c'est une des premières formes finalement de personnalisation de sa voiture. On se l'approprie. Cependant, il existe quand même d'autres routines. Il en existe énormément. Je ne vais pas toutes les citer parce que sinon il faudrait une conférence pour ça. Il existe d'autres routines propres à chaque conducteur qui permettent de s'approprier. Alors évidemment, on connaît les plus extrêmes, avec le tuning. Alors, le tuning, c'est une forme de customisation de son véhicule, plus ou moins désignée par certains, on le verra tout à l'heure, comme extrême, dans lequel, effectivement, on modifie, et on l'adapte à son image. Mais il existe évidemment des modifications beaucoup plus discrètes. Et là, je vais convoquer encore une fois. Pour la petite anecdote, j'ai mis un autocollant de Bretagne quand je suis parti de Bretagne. C'était pour la petite anecdote, parce que j'avais envie de ramener un truc de Bretagne, que j'ai fait mes études à Rennes pendant 3 ans, et puis j'ai des origines bretonnes. Ici, donc évidemment, encore une fois, c'est une jeune femme. Mais très généralement, quand même, il faut l'admettre, les jeunes femmes ont des modifications plus discrètes de ce type-là. Elle projette une partie de son identité dans la voiture. Elle la singularise. Et un petit peu comme une protection de smartphone, par exemple, ou un poster de sa chambre ferait que la chambre elle est plus à soi, elle nous ressemble davantage. Eh bien, la modification de sa voiture, comme ça, par le biais d'un autocollant, par exemple, permet, pour certains jeunes, me disent-ils, de se sentir bien dans une voiture qui n'est pas toujours choisie. Puisqu'on le sait, les jeunesses, en tout cas les jeunesses que j'ai rencontrées, n'ont absolument pas leur voiture idéale. Comme peu d'entre nous, j'imagine, par ailleurs. Il existe, alors ça c'est un peu une évidence, c'est-à-dire qu'on met des autocollants sur sa voiture, mais il existe encore des modifications plus cachées, plus discrètes. Le rapport à l'hygiène, par exemple, de sa voiture. C'est-à-dire que certains la briquent, leur voiture, elle est nickel. Certains la briquent. Et puis d'autres la laissent plus ou moins, laissent traîner des détritus, par exemple, dans leur voiture, ou du sable, ou autre chose. Une logique intéressante, c'est qu'effectivement, parfois, c'est simplement qu'on n'en a rien à faire. Ça peut tout à fait être le cas. Et là, ça marche très bien. Et dans d'autres circonstances, ce désordre apparent, qui n'en est pas un en fait, est tout à fait volontaire. Il est tout à fait volontaire. Un jeune me disait, par exemple, moi, je laisse traîner il y a du sable plein ma voiture, mais ça permet à ce que mes passagers sachent que je reviens bien de la plage. Vous voyez, c'est une manière aussi de se présenter, tant qu'il reste sous contrôle. Voilà. L'idée est que la modification dans le cadre de l'hygiène reste sous contrôle. Je décide de mon image. Comme ça, je vais passer. Alors, l'ennemi de l'automobiliste, c'est la panne. Et
quelque chose d'assez intéressant dans la personnalisation de sa voiture, c'est justement une forme de personnification. Me disent 2 jeunes femmes. La première, pour moi, c'est un honneur de la rouler. Je la roule, je lui fais honneur, je la considère limite comme un être humain, je lui fais faire des tours. Dès qu'elle ne démarre pas, je suis là, réveille-toi, c'est cool, je la considère comme mon amie. Une autre jeune femme me dit, en fait, pour moi, c'est presque une personne. Je lui parle un peu, mais alors, tu es où, Twinget ? Mais alors, ou alors quand elle ne monte pas trop, quand je suis en montée, par exemple, je suis là, alors, Twinget, juste comme ça. Je l'appelle Twinget. C'est une personne, en fait, un peu. Ici, dans cette forme de personnification, clairement, devient une forme de personnalisation en ce sens que pour éviter la panne, on convoque des croyances qui sont assez éloignées de celles qui sont valorisées par les sociétés occidentales contemporaines, dans l'immense majorité, des croyances qui se rapprochent de l'animisme qu'on retrouve chez Descola, par exemple, anthropologue. L'animisme, c'est par exemple attribué à un objet avec qui on ne peut pas converser par le langage des caractéristiques humaines. Un arbre, par exemple. Un arbre, des fleurs, la nourriture, enfin un objet, peu importe, quel qu'il soit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, la relation devient strictement horizontale entre les 2 êtres, et s'ensuit une logique de reconnaissance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait presque dire mutuelle, puisque la voiture, en la traitant bien, voilà, je fais attention, je sais ce qu'il ne faut pas faire parce que la voiture, elle a tant de kilomètres, etc. Voilà, il faut rouler tranquillement. La voiture lui rend d'une certaine manière. C'est en ce sens que l'efficacité est symbolique, on ne peut pas la vérifier, pas scientifique, mais ça fonctionne quand même. Je voudrais quand même attirer votre attention sur les risques de la personnalisation de sa voiture. Il y a une figure qui revient très très souvent dans les entretiens, une figure qui est très présente dans l'argot juvénile, c'est celle du kéké. Alors le kéké, le jackie, mais aujourd'hui c'est le kéké, c'est un diminutif du prénom Kevin. C'est quelqu'un qui serait superficiel, c'est quelqu'un qui aimerait sa voiture, c'est quelqu'un qui est bruyant, qui expose plus ou moins ses passions et qui est un petit peu en désaccord, enfin en tout cas il se plaît plutôt de toutes ces choses qui sont valorisées par le luxe, par le consumérisme, par le néocapitalisme, ainsi de suite. Définir un kéké, c'est un petit peu compliqué, vous verrez que la jeunesse que j'ai interrogée le définit souvent par la négative, mais pas toujours. Un jeune me dit par exemple, je ne suis pas un kéké, tu vois, je n'ai pas décoré ma voiture, non, je ne l'ai pas tunée. On revient au tuning tout à l'heure. C'est pas tant dans le fait de modifier sa voiture qui fait du jeune un kéké, pas du tout. C'est davantage dans l'exagération, donc dans les yeux de quelqu'un d'autre, une forme d'étiquetage à la Becker. C'est dans l'exagération donc, que le kéké excelle. Donc évidemment, on l'a vu tout à l'heure, peut-être que ça vous a fait sourire parce que c'est comme ça que vous le prenez. En tout cas, pour l'autre, les comportements du kéké sont ceux qui ne sont pas dans la mesure. Donc Sarah nous dit « J'aime bien l'allure de la voiture et puis le bruit, j'aime bien les Ferrari. Je suis catégorisée, je m'en fous, je suis une kéké. Et j'assume à 100%, j'adore ça. Dans la rue, il y a beaucoup de personnes, quand il y a une Ferrari qui passe, qui s'en foutent. Moi, je suis là, oh regarde, c'est une Porsche, et ça fait kéké. » La jeune femme parle d'une kéké. Une kéké, qui est pourtant un diminutif de Kevin, un prénom plutôt masculin, et qui par ailleurs, toutes les caractéristiques que l'on a évoquées tout à l'heure, s'appuient sur des valeurs plutôt viriles, et selon Vigarello, la virilité appartiendrait pour partie à la masculinité. Ici, le kéké est une figure inclusive.
dans cet exemple. Le kéké veut impressionner donc. Et on ne brille pas, vous le savez très probablement, dans le monde de l'automobile, par la lenteur. Un jeune me dit ainsi, ça m'est arrivé il y a quelques années de vouloir appuyer un petit peu sur le champignon pour faire un peu le kéké avec l'autre pote qui est en train de conduire. La vitesse, on pourrait aussi faire une conférence, mais la vitesse, c'est l'un des critères pour montrer aussi à l'autre sa supériorité, doubler quelqu'un. Le dépassement est très présent dans la conduite automobile, mais bon, c'est un autre sujet. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'accident. Non pas physique, mais numérique, puisque à l'ère du numérique, l'accident n'est plus le seul danger auquel s'expose le kéké. Alors, ça, c'est un exemple que j'ai récolté sur les réseaux sociaux. Quand je l'ai vu, j'étais très content, vous imaginez. Une jeune femme donc, poste une photo avec une plaque d'immatriculation et la légende en disant « Le kéké qui veut impressionner la jante féminine en roulant comme un fou avec sa BM, voici ta plaque, tu l'as perdue sous nos yeux suite à ton accélération, elle est rue Frise si tu la cherches. » Commentaire, encore un kéké qui vient de se payer une voiture et qui est obligé d'exposer sa virilité fraîchement obtenue. Bon, c'est un commentaire, le premier qui apparaissait, mais très honnêtement, il y en a des théories, voilà. Ça reste sur le kéké en général, mais pas forcément sur la virilité, hein. Simplement une tentative d'impressionner, etc. En l'occurrence, c'est plutôt une tentative, selon la jeune protagoniste principale, plutôt une tentative échouée de séduction, visiblement. En tout cas, c'est vécu comme cela. Et ces comportements, ce sont ceux du kéké. Évidemment. Alors le kéké, vous l'aurez peut-être remarqué, souvent, pas tout le temps, mais quand même très souvent, c'est l'autre, c'est pas soi. C'est un peu une sorte de némésis à tenir à l'écart pour assurer sa construction d'identité de conducteur, de son identité de conducteur. Et en ce sens, elle est nécessaire, puisqu'elle permet de s'ajuster. Je ne sais pas vraiment ce que je suis, parce que c'est très compliqué de savoir ce que je suis, mais je sais ce que je ne suis pas, un kéké. Vous comprenez la logique ? Donc c'est une manière, comme une autre, de participer de son individuation de conducteur. Le kéké révèle cette tension de ne pas devenir captif d'une image indésirable. Encore une preuve que si la voiture est un enjeu de reconnaissance pour la jeunesse, elle est également une charge supplémentaire dans sa quête identitaire. En conclusion de mon propos, je voudrais simplement préciser que l'envie d'exister en tant que conducteur ou conductrice jeune est bien plus complexe que simplement décrocher son permis ou avoir une voiture. Par ailleurs, tout le monde n'a pas de voiture. L'autonomie, on le voit, est au centre de l'expérience automobile chez la jeunesse, mais ça, on aurait pu s'en douter, puisque la jeunesse est une période de quête d'autonomie, d'indépendance, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure. La machine offre les possibilités d'investir, nouvelles possibilités d'investir sa temporalité, de tester ses limites, de s'exprimer. Elle est un objet aussi à personnaliser, on l'a vu. Et elle confronte aussi à de nouveaux périls, celui de l'accident, qu'on n'a pas évoqué là, mais évidemment, ça aussi, c'est un autre sujet. L'accident et son image, c'est plutôt ce que j'ai décidé d'évoquer avec vous ce soir. En ce sens, finalement, si elle ne concerne qu'une parcelle de l'identité, et si elle ne s'adresse pas à tout le monde, puisque tout le monde ne dispose pas du permis, elle est quand même, à mon sens, une formidable grille de lecture pour comprendre davantage la jeunesse contemporaine, qui est toujours dans cette ambivalence entre autonomie et responsabilité. Merci de votre attention.